C'était quand la dernière fois qu'un univers de blockbuster vous a fasciné? Un nouveau monde merveilleux, grandiose, que ce soit de la fantasy, de la SF ou n'importe quel autre genre. Je suis de la génération qui a grandi avec Le Seigneur des Anneaux, Narnia, Pirates des Caraïbes. Et quand j'étais gamin, j'avais ce sens de l'émerveillement quand je me retrouvais face à ce genre de spectacle. C'était des univers passionnants, à chaque fois tu découvrais un bout de mythologie, c'était spectaculaire. Chacun de ces films m'apparaissait comme un événement, quelque chose de vraiment unique. Avec la prise de pouvoir du MCU et des remakes, reboots, suites à outrance dans les années 2010, j'ai eu de plus en plus de mal à être transporté par un univers novateur et original. Alors oui, de temps en temps on a un Avatar par exemple, mais quand bien même j'admire l'exécution, la technique, c'est un univers qui m'a jamais parlé. Et pendant plusieurs années, j'ai été en quête de quelque chose qui viendrait me faire croire à un autre monde, à une autre mythologie, à un vrai grand blockbuster épique. Et puis en 2015, un génie venu du sud de l'Inde a tout changé, avec le premier volet d'un diptyque fascinant qui allait à jamais changer le cinéma de son industrie et de son pays en général. Ce génie, c'est S.S. Rajamouli, l'homme derrière le phénomène Triple R dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais avant Triple R, il y avait une saga qui réunissait déjà toutes les qualités du blockbuster épique parfait. Un diptyque révolutionnaire sorti entre 2015 et 2017. Avant Triple R, il y avait Bahubali. Bahubali The Beginning et Bahubali The Conclusion forment un diptyque considéré aujourd'hui comme une pierre angulaire dans l'explosion du cinéma populaire indien moderne. Le premier ingrédient à mes yeux qui permet à cette saga d'être parfaite, c'est que Rajamouli est un immense cinéphile passionné. Et donc, comme tout bon réalisateur cinéphile, il va rendre hommage aux meilleurs artisans pour créer son propre univers. Déjà dans la construction de son lore, ce terme un peu fourre-tout pour désigner la richesse, l'histoire, les règles d'un univers fictif, Rajamouli marche dans les pas des plus grands. Il y a clairement du Tolkien dans ce duel démesuré entre bien et mal. Bahubali, c'est l'histoire d'un orphelin, homme du peuple, qui va découvrir ses réelles origines et comprendre qu'il est l'héritier légitime au trône dans un royaume dirigé par un tyran. Un homme seul, qui est le contre-pouvoir dérisoire face à cet empire corrompu, une dynastie entière qu'il doit renverser, les enjeux sont immenses. Mais comme chez Tolkien, Rajamouli les rend avant tout humains. Séparer l'histoire en deux films lui permet de développer les personnages, de s'attarder sur des détails. Il peut filmer des peuples, des tribus, des cultures différentes. Une langue entière a d'ailleurs été créée pour une des tribus du film. Bref, ça permet de donner chair et consistance à cet univers. On prend le temps, tout simplement. Et dans sa grammaire visuelle, Bahubali va là encore citer ses modèles. On continue le lien avec Tolkien, il y a évidemment des hommages à Peter Jackson, dans la façon de filmer avec émerveillement un monde immense, des paysages somptueux, un univers qui semble bien trop grand pour être contenu dans le cadre de l'image. Mais Rajamouli ne s'arrête pas au cinéma de Peter Jackson. On sait que c'est un grand fan de 300 et on le ressent. Notamment la bataille finale du premier opus qui va clairement faire référence à Snyder et qui vient apporter quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus violent dans son univers. Mais la richesse de Rajamouli, c'est qu'il se passionne pour plein de cinémas différents. Au-delà de ses modèles hollywoodiens, on voit des références évidentes au cinéma hongkongais dans certaines envolées lyriques et dans des partis pris esthétiques absolument bluffants. Le cinéaste apporte également la culture de sa propre industrie, puisqu'il cite directement certains grands classiques du cinéma mythologique télougou de l'âge d'or. Un des exemples évidents qui vient en tête, c'est Mayabazar, classique absolu du cinéma télougou sorti en 1957 et que Rajamouli a décrit comme un des 10 plus grands films de tous les temps. Dans ce film-là, on a des effets pratiques révolutionnaires pour l'époque, des matte paintings, un travail du spectacle, du cinéma mythologique et un travail esthétique qui se retrouve énormément dans Bahubali et encore plus dans Triple R. Cette richesse culturelle et cinéphile, elle donne une ampleur visuelle évidente au film. Chaque plan est soigneusement réfléchi. La mise en scène sait être noble et en retenue lorsque le récit l'exige, démesurée et folle dans les grands moments de bravoure, intimiste lors de séquences plus dramatiques. Et malgré les grosses limites budgétaires par rapport à l'ambition affichée, chaque plan tire le meilleur parti des moyens dont dispose le cinéaste.
Un peu à la façon d'un George R.R. Martin pour Game of Thrones, Rajamouli va forger son univers fictif en puisant énormément dans la grande histoire et dans les grands mythes. On l'a dit, Bahubali va raconter une lutte pour un royaume. Ce royaume fictif s'appelle Mahishmati. Mais ce nom, c'est aussi celui d'une ancienne ville qui est mentionnée dans les écrits sacrés hindous, mais également identifiée par plusieurs historiens au fil des siècles. Les noms des personnages Balaladeva et Bijaladeva sont tirés directement des rois de dynasties, les dynasties Hoysala et Kalachuri, qui étaient en place il y a environ 15 siècles. Chaque nom de ville, de personnage, chaque détail, chaque accessoire, rien n'est laissé au hasard. Et il ne s'agit pas simplement de citations pour le plaisir de quelques érudits. Les traits de personnalité et les événements dramatiques historiques sont référencés et utilisés pour nourrir la narration. Là encore en fait, comme chez George R.R. Martin, la grande histoire vient nourrir la fiction de Bahubali. Par exemple, cette histoire de l'héritier au trône banni, caché, qui va trouver l'amour en tant que simple homme du peuple, ça évoque directement l'histoire du grand empereur Ashok, une des figures les plus célèbres de l'histoire indienne et un homme sur lequel d'innombrables récits et légendes ont été fondés. L'armée de rebelles qui se réunit dans des grottes pour renverser l'empire corrompu, là encore, ça fait référence à des groupes rebelles existants qui étaient très nombreux en Inde sous la domination de l'Empire britannique. Le colonel anglais James Todd les avait surnommés les Léonidas. Et on a donc une double raison de faire référence à 300 en filmant ce groupe au combat. Et ça permet aussi de donner une identité à l'adversaire. Cette royauté corrompue, elle vient incarner tout simplement un empire colonial. Et dans un pays qui a connu ces empires tyranniques, forcément, il y a une force dramatique et historique très puissante derrière. Là encore, cette thématique, elle tient à cœur à Rajamouli puisqu'il va l'explorer beaucoup plus frontalement dans Triple R, son film suivant. Mais Bahubali se nourrit également des grands mythes. Le prince légitime Bahubali en guerre contre Balaladeva, c'est Krishna qui combat Kamsa. Le personnage extrêmement important qu'est Katappa est une incarnation du personnage de Bhisma dans les mythes hindous. Dès le début du film, le héros est appelé Siva, référence évidente au dieu Shiva. Un autre lien évident mais qui fait cette fois-ci référence à une autre culture religieuse, c'est Mahendra Bahubali qui est sauvé des eaux en début de récit, de quoi faire penser à l'histoire de Moïse. Toutes ces références historiques, religieuses, mythologiques, elles ne sont pas gratuites. Elles donnent une véritable densité à l'œuvre, une épaisseur dans la narration et la richesse de l'univers. Et puis surtout, toutes ces couches de références, elles viennent donner une dimension dramatique colossale. Il y a ce véritable souffle épique qui traverse Bahubali, cet émerveillement des grands mythes qui nous dépasse et forge les légendes. D'ailleurs, dès les premières images du deuxième volet sorti en 2017, le générique d'ouverture nous reproduit les grandes séquences du précédent film sous la forme de statues. Comme si Rajamouli nous indiquait clairement que ces personnages ne sont pas de simples humains, ils sont des légendes, des statues, des héros intemporels qui seront célébrés de siècle en siècle. Ça peut paraître simpliste de le présenter comme ça, mais si Bahubali est un tel monument, c'est parce que son réalisateur a pris le temps de forger une œuvre unique. Le cinéaste a annoncé son projet en 2011 et il s'y est consacré corps et âme jusqu'en 2017. 6 années de travail acharné pour donner vie à son univers de rêve. Et petit point budget, pour faire ces deux blockbusters, il disposait de 65 millions de dollars. 28 millions de dollars pour le premier, 37 millions pour le second. C'est ridicule quand on voit l'ampleur, l'exigence technique et l'ambition de ces deux films fleuves. Allez, la petite comparaison qui fait un petit peu mal, 65 millions de dollars pour les deux Bahubali, c'est moins que les 72,4 millions de dollars du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Voilà. Pour assurer une réussite visuelle malgré ses limites, le cinéaste a opté pour de très nombreux effets pratiques. Le tournage s'est déplacé dans des décors réels absolument saisissants. Rock Gardens à Kurnool, les cascades d'Atirapilli, des vues naturelles fabuleuses qui valent tous les fonds verts du monde réunis et bien plus encore. Pour le palais de Mahishmati, il a fait construire intégralement en studio, ce qui donne là encore l'impression de voir quelque chose de réel et tangible. Et même si quelques séquences sont un peu plus mal vieillies, en général c'est celles qui reposent surtout sur des effets numériques, quand on repense au budget dérisoire, on ne peut qu'être admiratif face au résultat global. Rien que la séquence de guerre finale du premier opus a demandé 120 jours de tournage.
Pour vous donner une idée, l'intégralité d'Avengers Endgame a été tournée en 150 jours environ. Cette fameuse séquence de guerre qui conclut le premier Bahubali, elle réunissait plus de 5000 figurants, 20 000 armes différentes avaient été confectionnées. Ce temps pris pour soigner chaque décor, chaque costume, chaque détail dans un plan, il se voit à l'écran. Donner du temps à un cinéaste, à un véritable artisan, et pas à un yes man qui va juste copier ce que le script lui dit de faire, c'est garantir une œuvre unique et qui a quand même beaucoup plus de chances d'être aboutie d'un point de vue artistique. Au-delà de la maîtrise technique folle, Bahubali c'est aussi un triomphe dans l'écriture. Rajamouli a toujours travaillé avec son père, Vijayendra Prasad, au scénario. Et avec ce diptyque, les deux hommes réunissent toute la maîtrise qu'ils avaient accumulée sur leurs films précédents. Je pense notamment aux très bons Iga ou Magadira. On retrouve toute la recette de leur cinéma. Le goût de la surprise et du twist, les enjeux dramatiques puissants, l'iconisation démentielle lors des séquences d'action, et puis Rajamouli c'est aussi et surtout l'art du cliffhanger. Et autant vous dire que le premier Bahubali se termine sur un des meilleurs cliffhangers de l'histoire du cinéma, tout simplement. Ça se termine sur une question qui a brûlé les lèvres du public indien pendant 2 longues années. Et cette question laissée en suspens, elle a achevé de transformer ce blockbuster en phénomène pop culture historique. Bref, Bahubali c'est un morceau d'histoire pour le cinéma telugu, pour le cinéma indien et pour les blockbusters modernes en général. Un univers si riche qu'il a donné vie à des séries animées, des romans graphiques, un manga, des jeux vidéo. Alors généralement dans mes vidéos consacrées au cinéma indien, c'est le moment de la conclusion où je vous souhaite bonne chance pour trouver le film, mais voilà. Premièrement, pour fêter les 10 ans du premier volet, S.S. Rajamouli a préparé lui-même une version restaurée avec un montage inédit. Ça s'appelle Bahubali The Epic et ça réunit les 2 films en un seul long métrage avec quelques séquences inédites. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai pas encore eu accès au film, donc je ne peux pas vous dire si le montage fonctionne tel qu'il est, mais en tout cas, le film sort en salle en France ce 31 octobre grâce à Carlotta Films. Et pour avoir vécu les Bahubali sur grand écran, je vous le dis, foncez, ça mérite d'être vu sur un écran de cinéma. Et si vous préférez voir les 2 parties comme ça avait été prévu à l'origine, pas de souci, Carlotta Films le sort en coffret. Les 2 volets Bahubali sortent le 2 décembre 2025. Je précise, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est pas grave, j'adore les films donc je devais vous en parler et vous encourager à aller les découvrir. Ce genre d'édition prestigieuse pour du cinéma indien en France, c'est beaucoup trop rare et je ne peux que vous recommander la découverte. Et puis on va faire un petit coup de pub pour la concurrence aussi, tant qu'on parle de belles éditions de films indiens en France. Spectrum Films vient de sortir le fabuleux Jallikattu, là encore dans une superbe édition. Vous pouvez le commander sur internet si jamais vous le trouvez pas près de chez vous. Et franchement, là encore c'est un film extraordinaire, beaucoup plus radical, beaucoup plus expérimental, mais vraiment Jallikattu c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma indien moderne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une petite pause cinéma indien après le dernier épisode de Flopbuster qui a cartonné et je vous remercie vraiment de l'accueil que vous lui avez réservé. Alors cette vidéo a été un petit peu frustrante à écrire parce que j'avais envie de vous raconter beaucoup plus de choses sur Bahubali, que j'ai l'impression d'avoir laissé plein de choses de côté vraiment, mais le truc c'est que je vous en parle beaucoup plus en détail dans un livre qui va sortir l'année prochaine. On s'en reparlera en temps voulu, mais je travaille sur ce projet depuis 2 ans, j'ai très hâte de vous en parler plus en détail. Si vous avez aimé ma vidéo, j'espère que vous foncerez sur le livre quand il sortira. On se retrouve le mois prochain pour parler d'au moins 1 ou 2 sagas. Ça dépendra du temps que me prennent les vidéos. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee ou en devenant membre YouTube. On se dit à très vite.